écoutez Sans détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain, Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Delerval, coach au sein de l'association Génilem, et avec mon camarade Laurent Bernet, nous vous proposons d'entrer sans a priori dans le monde fascinant des entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Joël Dicker, écrivain genevois et entrepreneur. Il va nous raconter son parcours littéraire impressionnant et la création de sa propre maison d'édition, Rosie & Wolf. Si Joël est connu évidemment comme auteur de romans à succès, aujourd'hui c'est plus l'entrepreneur qui va nous emmener dans les coulisses de cette industrie et partager ses expériences et ses réflexions sur ce secteur. On parle écriture, édition, persévérance et passion. Bonjour Joël. Salut Laurent, bonjour Cyril. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Joël Dicker, j'ai 39 ans, je suis écrivain, entrepreneur, je suis genevois et voilà, j'habite à Genève. Première fois que tu as écrit un livre, c'était quand ? C'était... non, j'ai toujours écrit, donc j'ai commencé même à écrire, je me souviens petit, écrivant plus ou moins bien, plutôt moins que plus, mais faisant des dessins pour montrer ce que je n'arrivais pas à expliquer vraiment. Mais il y avait l'idée de raconter une histoire qui m'a toujours beaucoup plu. Et puis j'ai toujours, toute ma vie, toute mon enfance, j'ai essayé. Et puis plus je me suis mis à lire, plus j'ai envie de reproduire ce que je lisais. Et j'ai finalement, mais après des années, j'ai finalement écrit une nouvelle, là vers l'âge de 19 ans. Et puis ça a été le début en fait de la compréhension de quelque chose sur l'écriture. Et puis j'ai commencé à écrire des romans, un premier roman, un deuxième roman, un troisième roman, un quatrième roman, un cinquième roman. Et c'est finalement le sixième qui m'a permis de connaître le succès et de faire de cette passion mon travail. Et petit, donc tu écrivais déjà des histoires de fiction ou tu racontais ta vie en journal ? Non, alors petit, j'écrivais de la fiction, enfin ce qu'on imaginait de la fiction jusqu'à ce qu'on se rende compte, quand on relit ça, que c'est aussi beaucoup de l'autofiction, on se raconte. Et j'avais aussi, parallèlement à ça, je faisais paraître une revue sur les animaux qui s'appelait, attention, la Gazette des animaux, et que j'ai commencé à l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, qui était là vraiment une revue, un journal, sur papier, que je produisais, que j'écrivais, je faisais la mise en page, je faisais les photos. À un moment donné, je me suis mis à faire de la photo parce que j'avais besoin de photos pour illustrer. Et donc, j'ai appris comme ça des petits bouts de métier journalistique, il faut le dire vite, mais par rapport aux besoins que j'avais pour ce journal-là. Et puis, à côté de ça, j'écrivais aussi mes histoires, mais il y avait quelque chose de très concret, c'était le journal, où je sentais aussi le plaisir du partage. C'est-à-dire que ce que j'aimais, c'était écrire. J'aimais aussi fabriquer l'objet journal, ça me plaisait beaucoup. Et puis j'aimais aussi le partage, c'est-à-dire que le journal, je l'envoyais par la poste à des lecteurs qui s'abonnaient, et puis qui lisaient le journal, et puis qui m'écrivaient une lettre que je recevais 1 semaine, 10 jours, 3 semaines plus tard. On me disait, j'ai lu ton article sur les kangourous et j'ai beaucoup aimé, et merci beaucoup. Et ça, je trouvais assez génial d'avoir un texte qui vivait. C'est-à-dire que je me rendais compte qu'un texte, il a plusieurs vies. Il a la vie pendant que tu l'écris, et puis ensuite il est lu par quelqu'un, mais tu t'en rends pas compte. Puis ensuite quelqu'un partage avec toi en disant merci beaucoup. Et c'est pas tant merci, ou c'est pas pour qu'on me remercie ou qu'on me dise que c'est bien, c'est vraiment l'idée de ce partage qui me plaisait. Entre la première nouvelle et ton 6e roman qui t'a permis d'avoir le succès qu'on connaît, comment tu vivais de quoi en fait ? Je reviens un peu en arrière. J'ai fait ma maturité à Genève, en grec ancien. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Après ça, quand j'ai eu la maturité, je suis parti à Paris, j'ai fait les cours Florent pendant 1 an, parce que j'avais l'impression que je voulais être peut-être acteur, ça me plaisait. En tout cas, l'idée me plaisait. Je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Ça me plaisait effectivement, mais j'étais avec des mecs qui arrivaient avant moi, qui travaillaient plus dur que moi, qui repartaient après moi, et qui le vendredi, moi quand je me disais bon cool, ce week-end on traîne, eux ils revenaient à la salle, ils répétaient encore, et je me disais mais en fait ces mecs ils ont vraiment le feu sacré, tu vois, ils ont une passion que j'ai pas du tout. Moi ça me plaît bien, mais j'ai pas cette passion. Et je me suis dit voilà, c'est un métier, c'est un monde où si t'as pas la passion, tu auras toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi. Et c'est pas une question de succès ou de réussite, c'est vraiment l'idée d'être bon à ce que tu fais. Et je sentais que je serais pas bon. Je sentais que je serais peut-être OK, moyen, mais je voulais être bon.
Et puis j'ai aussi vu pendant ces moments-là des gens qui, à côté, devaient bosser, étaient serveurs dans des cafés, des choses comme ça, qui n'avaient pas de diplôme. Et je me suis dit, bon, c'est très cool et c'est chouette quand tu as 25 ans, mais peut-être que moi, à 30, 35, 40, 45, si j'ai une famille, je serais content d'avoir un métier qui me permette de vivre et d'avoir une formation ou un métier que j'ai appris. Et donc, je me suis dit, il me faut un diplôme. Et donc, je suis rentré en Suisse. J'ai fait des études de droit. Pourquoi le droit? Parce qu'il y avait quelque chose qui me plaisait dans l'idée du droit romain, du fondement de ce qu'on est. Donc, je disais, avant, j'ai fait du grec ancien. Je trouvais que c'était une suite assez logique pour moi. En droit, il n'y a pas de maths. Et comme je déteste les maths, ça me plaisait bien aussi. Et je vous promets que c'est un des critères que j'ai pris en compte. Et donc, j'ai fait mon droit. J'ai fait 3 ans de droit. Je me suis dit, bon, je vais m'arrêter au bout de 3 ans parce que j'aime beaucoup le droit, ça m'intéresse, mais j'ai pas le feu sacré. Et je voyais les mecs qui bossaient plus dur que moi et qui avaient déjà une ambition incroyable. Et l'ambition, c'est chouette, parce que je trouve que quand on a de l'ambition, justement, et c'est un bon mot, ça nous permet vraiment d'avancer quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur ou qu'on est meilleur que les autres, ça ne veut pas dire écraser les autres. C'est souvent un terme, je trouve, quand on dit qu'on a de l'ambition, c'est souvent un terme qui est mal perçu. Et en fait, c'est très important parce que c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous emmène, qui nous passionne. Et les passions, elles nous construisent. Et donc, je sentais qu'il y avait des gens qui avaient de l'ambition dans ce métier. Ce n'était pas mon cas. Sauf que quand j'ai fini mon bachelor, au bout de 3 ans, et que je pensais faire autre chose, mais j'avais aucune idée, les gens autour de moi m'ont dit « Ouais, mais attends, un bachelor, ça vaut rien, il faut un master. » Donc, je me suis dit « Ouais, bon, ok, peut-être. » Donc, je fais encore 2 ans. J'obtiens un master en droit. Et là, tout le monde te dit, ouais, mais bon, un master, ça sert à rien, il faut un brevet, tu vois, il faut aller, sinon, tu n'auras jamais de boulot. Et là, je me dis, non, stop, il faut que je trouve vraiment ce que j'ai envie de faire. Et jusque-là, pendant toutes ces années, j'écrivais. Et je me suis dit, c'est un peu ma chance maintenant de me concentrer sur ça et d'écrire encore. Parce que, au lieu de me précipiter vers un boulot, c'était dur à ce moment-là, parce que je voyais aussi mes copains qui, eux, commençaient à trouver un stage ou qui avaient un brevet ou qui auraient le brevet, qui avaient une carrière qui se dessinait, alors que moi, c'était vraiment le néant total. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je savais ce que j'aimais faire, mais il y a une différence entre ce qu'on aime faire et ce qu'on voudrait faire et la réalité de la vie, de se dire, OK, j'ai 25, j'ai 26 ans, écrivain, c'est pas forcément un métier qui permet de vivre, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, j'ai, à ce moment-là, mon master en poche, j'ai trouvé un travail comme assistant parlementaire à l'Assemblée constituante de Genève. À ce moment-là, Genève avait eu la bonne idée de réécrire sa constitution. Il était temps de le faire. Je ne suis pas sûr que l'exercice ait été extraordinairement bien fait, mais ça n'en regarde que moi. Mais en tout cas, c'était une expérience palpitante du système politique suisse, ce système de milice hyper intéressant, de voir ce que ça veut dire d'être dans un pays dont les parlements sont des gens qui sont des bénévoles. Alors, pour certains, ils ont un défraiement, mais ce ne sont pas des professionnels, ils ont un métier. Et ça a été un exercice pour moi passionnant, parce que j'ai toujours aimé justement la politique, dans le vrai sens du mot, les affaires de la ville, de la cité, du pays, comment ça fonctionne. Et à côté de ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La vérité sur l'affaire Harry Kéber » pendant ces 2 ans. Et c'était un mandat de 2 ans parce que le Parlement constitutionnel se terminait en juin 2010. Juin 2012, j'ai commencé en 2010 qu'en juin 2012. Et en juin 2012, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Mais j'avais ce livre que j'avais fini. Et un éditeur, Bernard Defallois, à Paris, m'a dit « Il faut faire paraître ce livre maintenant, juin 2012 ». Et il insiste. Et moi, je ne suis pas convaincu, mais il insiste. Et il insiste tellement que je me dis « Bon, je tente ». J'avais absolument pas un rond, j'avais plus de boulot. Il me dit, vous inquiétez pas, moi je vous dépanne un peu, on essaye comme ça, vous verrez, vous faites un peu de promo, le livre sort au mois de septembre, donnez-moi 2 mois de votre vie et puis on verra bien ce qui se passe. Et je l'ai suivi, et ce livre a eu un succès fou et c'est devenu mon métier. Peut-être pour comprendre, tu as écrit 4 livres avant celui-là? 5 livres. 5 livres avant celui-là. Comment on passe de choses qui n'ont pas fonctionné, on va dire ça comme ça, à quelque chose qui fonctionne? Pourquoi celui-là et pas les 4 que tu as écrits précédemment ou les 5 que tu as écrits précédemment, pardon? Bon, il y a plusieurs raisons. La première, à mon avis, c'est qu'il y a à chaque fois que je recommence... Donc, j'écris un premier livre que j'envoie à tous les éditeurs possibles et imaginables.
Et tous les éditeurs m'envoient une lettre en disant merci beaucoup, mais ça ne nous intéresse pas. Et il y a un petit laïus qui dit mais continuez, c'est très bien ce que vous faites, ou Non, pas du tout. ils se prennent même pas la peine de faire ça? Merci, au revoir. Non, c'est sec mais clair. Non, merci. Mais ils te répondent. Ils répondent. Alors, en principe, ils répondent toujours. Donc, Ok. quand on voit un manuscrit à une maison d'édition, plus ou moins, enfin, peu importe qu'elle soit une maison connue ou pas, en principe, ils te répondent toujours avec une lettre où ils disent, voilà, on a lu et ça ne nous intéresse pas. Si ça les intéresse, ils te passent un coup de fil. Mais sinon, c'est des courriers. Et moi, je me souviens que je recevais des courriers. Et ça, c'est relativement acquis que quand c'est oui, c'est un appel. Et quand c'est non, c'est une lettre. Et moi, je me souviens que je recevais toutes ces lettres. Et je me disais, non, mais je pense que là, ils ont fait une exception et qu'il y en a une, c'est oui, tu vois. Ils se sont dit, et j'y croyais vraiment. Et ces refus, en fait, ils ont été évidemment sur le moment très difficile à vivre. Et à chaque fois, c'était un petit coup de déprime et des regrets. Et de me dire, merde, mais pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Mais justement, en fait, ça fait se dire, mais qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Et c'était jamais de me dire, c'est eux, ils sont nuls, ils n'ont pas vu le génie créatif ou je sais pas quoi. Pas du tout. C'était toujours le doute de qu'est-ce que j'ai raté dans ce que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai raté qui a fait que mon histoire n'a pas été appréciée, pas partagée, pas rendue enthousiaste quelqu'un. Et livre après livre, ça m'a permis vraiment de me poser une succession de questions qui m'ont permis d'arriver finalement à l'écriture de Harry Kéber, où je me rends compte qu'il y a une différence entre pourquoi j'aime écrire et pourquoi j'écris, et pourquoi j'écris ces livres-là. Pourquoi j'écris? Parce que j'aime lire. Et qu'est-ce que j'aime lire? J'aime lire les aventures, j'aime un roman, peu importe le genre, mais qui me sort de mon bus ou de mon train ou de mon salon ou de je ne sais pas où je suis, et je suis ailleurs. Je suis avec ce personnage, je suis dans ce monde, je suis ailleurs. Et je me rends compte que les livres que j'écrivais, je les écrivais surtout pour plaire à un éditeur, en me disant, il faut que ce livre soit comme ça, parce qu'en ce moment, ce qui se fait et ce qui plaît, c'est des livres plutôt courts, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et j'ai commencé Harry Kéber en me disant, en fait, et comme je ne sais pas combien de temps encore j'aurai la chance de pouvoir consacrer du temps à l'écriture comme je le fais, je commence Harry Kéber en me disant, écris le livre que tu as envie de lire. Et donc immédiatement, je me dis, je vais le mettre aux États-Unis parce que je connais bien ce coin-là et que ça me plaît d'y être, mais que j'y suis pas en ce moment, je suis chez moi en Suisse. Et donc je commence comme ça, une histoire abracadabrantesque d'une enquête d'un écrivain qui a un succès fou. Et jusque-là, Harry Kéber, quand je commence, et sur la base de mes précédents livres, Marcus Goldman, qui est le narrateur de ce livre-là, qui dans Harry Kéber est un écrivain à succès, qui a eu un succès immense, son premier bouquin, un succès immense, et qui vit maintenant un peu les affres de ça. Dans la première version, Marcus Goldman, il a écrit 5 romans, refusés par tous les éditeurs, il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, et là je me dis, mais en fait, ça c'est ma vie, on s'en fout. Et je me dis, je dois écrire comme j'aime lire, c'est-à-dire pour vivre une vie qui n'est pas la mienne. Et là, je me dis, Marcus Goldman, il est génial, il a écrit un bouquin, paf, il en vend des millions, et c'est super cool. Et donc, je change complètement ce prisme. Et cette longue réponse, pardon, mais pour dire, voilà, ce qui a changé, c'était vraiment de me demander ce que moi, je voulais faire. Et puis surtout, un élément qui est devenu très important pour moi, c'est d'arriver, et c'est difficile, c'est d'arriver à me distancier des autres, de leur regard, de leurs attentes, de ce qu'ils veulent qu'on fasse, de ce qu'ils veulent qu'on soit, et arriver à faire quelque chose en accord avec nous-mêmes. Et c'est pas facile parce que souvent ça demande de l'instinct, ça demande de l'ego aussi. J'ai pas un ego immense et une confiance en soi inébranlable de se dire en fait je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, mais je sais que ce chemin, ça veut pas dire que ce qu'on fait est mieux ou est bon, mais je sais que ce chemin-là c'est mon chemin et je vais me démerder, je sais pas comment, mais ça va le faire à un moment donné. Et ça, pour moi, ça a été un changement très important. Et parce que ce changement entre, je dirais, les 5 premiers livres et les 6e, ça a été un petit peu incrémental ou c'est vraiment le 6e, c'est vraiment une révolution par rapport aux 5 autres? Le 6e, c'est une révolution, mais c'est une révolution qui s'est construite pas du 5 au 6, mais entre ces 5 premiers et le 6e. Donc c'est une évolution, ou c'est une révolution, mais c'est une évolution aussi sur plusieurs années. Voilà, c'est une évolution qui est lente. Tout d'un coup, il y a ce changement parce que tout d'un coup, tu comprends quelque chose. Tu sais, c'est comme, je vais donner un exemple qui est peut-être un peu idiot, mais il y a quelques temps en arrière, j'ai pris un cours de ski. Ça fait 30 ans que je skie. Je ne suis pas un très bon skieur, mais j'adore skier, je me débrouille. Et j'ai pris des cours de ski enfant et j'ai beaucoup skié. Donc j'ai un mélange entre l'expérience, entre ce que je sais, entre plein de choses, et même mon corps, etc. Et j'ai pris un cours de ski et en 1 heure, le prof m'a donné 2-3 trucs. En disant, là, mets un peu tes genoux comme ça, là, tourne un peu comme ci. Et tout d'un coup, c'est magique.
Mais ce qui est magique, c'est pas le prof, ou c'est pas, il a beaucoup de mérite, hein, mais c'est pas l'heure ou c'est pas le prof. C'est simplement que tout d'un coup, quelqu'un t'a permis de comprendre que tout ce magma, toute cette expérience, tout ce que tu as acquis, donc quelqu'un ou quelque chose, mais tout d'un coup, il y a ce déclic qui fait que tu comprends quelque chose et que ça change complètement. Mais c'est pas, c'est au regard de, pour moi, 30 années de mauvais ski, ou en tout cas d'expérience et d'essai, où tout d'un coup, tu as ce changement qui se fait. Et pendant les 5 livres, est-ce que tu as eu des profs de ski, des profs de livres, ou est-ce que tu peux échanger avec des pairs, ou comment ça se passe tout ça, ou c'est vraiment très individuel? Non, tu sais, c'est un peu horrible parce que le monde de l'édition et de l'écriture est un monde très solitaire, où tu peux pas vraiment demander des conseils aux gens parce qu'il n'y a pas vraiment de conseils. C'est-à-dire que si tu veux être aujourd'hui prof de natation, ou pianiste, ou médecin, ou entraîneur de foot, ou je sais pas quoi, il y a un cursus. Tu vois, Zidane, le grand Zinedine Zidane, qui devient entraîneur du Real, avant ça, malgré tout grand Zinedine Zidane qu'il est, il va se former, il fait une école pour les entraîneurs de foot, et il reçoit un diplôme en disant, voilà, t'es entraîneur de foot. Donc même quand tu vas être entraîneur de foot et t'es Zidane, t'as un cursus que tu peux suivre qui te guide un peu. Pour écrire, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cours, il n'y a rien, tu vois, c'est pas un métier avec un diplôme. Il faut que tu te débrouilles, il faut que tu apprennes. Et je pense que c'est la difficulté parce que après, tu peux demander conseil à tes copains, ta femme, tes cousins, ta famille, tes parents, peu importe. Mais les gens, ils savent pas très bien lire. Enfin, lire, dans le sens, ils savent pas très bien te lire. Parce que, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire? Que c'est bien? De toute façon, ils n'ont pas envie de te faire trop de peine. Donc, si c'est pas bien, ils te diront c'est pas mal. Puis, s'ils trouvent que c'est très bien, mais qu'ils veulent pas que tu fasses trop de films, ils vont te dire c'est pas mal. Donc, c'est difficile d'avoir un avis. C'est, je trouve, un travail vraiment de l'instinct. Donc là, on a compris, à ce 6e livre, ta vie change aussi d'un point de vue économique, puisque tu peux vivre de ça. Peut-être tu peux nous expliquer un peu le modèle économique de écrire un livre et comment on gagne de l'argent. Oui. Alors, il faut savoir que, et je vais parler du modèle français, qui représente quand même un bassin de 60 millions de lecteurs, même pas du modèle suisse, parce qu'en Suisse, les francophones doivent être à peu près 2 millions en tout. Donc en France, même en France, sur un bassin de 60 millions de personnes, il y a une poignée infime d'auteurs, vraiment infime d'auteurs qui peuvent vivre de leur plume. Et vivre de leur plume, si je ne dis pas de bêtises, et là je cite un peu de tête, parce qu'il y avait une statistique qui avait été faite, et je crois qu'ils considéraient vivre de leur plume autour de entre 25 et 30 000 euros par année de revenus. Et donc, il n'y a pas grand monde qui peut vivre uniquement de ça, même en France. Donc, c'est une économie qui nécessite en fait d'avoir un succès massif, très large. Et même quand on a un succès massif très large, et après je vais rentrer dans le détail de l'économie parce que c'est intéressant, mais même dans mon cas à moi, quand Harry Kéber se vend tout d'un coup en l'espace de quelques mois en France à 500 000 exemplaires, ce qui est pour la France, même dans le monde, un score assez phénoménal. Moi, du haut de mes 27 ans, moi, du haut de mes 27 ans, avec mon diplôme de droit, mon master en droit qui vaut ce qu'il vaut et qui se périme un peu plus chaque mois qui passe parce que le droit change, je me dis, bon, c'est super et c'est une aventure incroyable, ça concrétise des années de travail. 500 000 bouquins, oui, c'est de l'argent, mais en même temps, si c'est le seul succès de ma vie, et si c'est la seule chose sur laquelle je dois compter jusqu'à la fin de ma vie, divisé par les années qui me restent à vivre, c'est pas si grand que ça. C'est une somme dans l'absolu qui est grande, mais si j'ai que ce succès-là, et que j'ai rien après, et que mon diplôme, qu'est-ce qu'il vaut et que je trouve pas de boulot, ça part vite, c'est-à-dire si vous la divisez sur le temps qui nous reste. Donc, le problème aussi de ça, c'est qu'un succès, il faut ensuite le répéter si on veut rester écrivain. Enfin, tout n'est pas simple. L'économie du livre, elle se divise comme ça. Vous avez un éditeur, et l'éditeur, c'est le nom que vous voyez en bas de la couverture. On connaît des grands noms, Gallimard, Grasset, Seuil, d'autres. Et l'éditeur, il est celui qui va faire connaître votre livre à vous, auteur. Et donc, quand vous êtes auteur et qu'un éditeur vous accepte, déjà vous vous dites « Waouh, c'est incroyable, un éditeur m'accepte et c'est fou et je peux en parler puisque j'ai tellement attendu ce moment ». Et en général, votre contrat, il est, et c'est les taux moyens, il est autour de 10% du prix de vente, donc hors taxe. Donc voilà, quand vous avez un livre qui en moyenne se vend autour de 18 euros
entre 18 et 20 euros par exemplaire. Vous enlevez les taxes qui sont en France de 5,5%. Et puis vous êtes ensuite rémunéré 10% de ça. Et donc il faut en vendre beaucoup. Il faut en vendre beaucoup. C'est une économie où il y a beaucoup de gens qui interviennent parce que vous avez un éditeur, ça on vient de le dire, et l'éditeur, qu'est-ce qu'il fait? L'éditeur, il accepte votre texte. Donc vous avez écrit votre texte en Word ou je ne sais pas quel est votre programme pour écrire, et à partir de là, un éditeur, il va le reprendre, il va le travailler avec vous, il va faire de ce texte un texte finalisé et qui est bien et corrigé et propre. Peut-être qu'il suffira de corriger un peu le texte et l'orthographe et la syntaxe. Peut-être qu'il faudra revoir des principes ou des mots du texte. Peut-être qu'il y aura des coupes. Enfin, il y a tout un travail qui peut durer plusieurs mois. Et quand c'est terminé, votre texte il est mis en page. Ça veut dire qu'il y a un compositeur, c'est le terme, qui met votre texte en page, qui le prépare. En général, les livres ils sont imprimés sur des cahiers de 16 pages. Donc il faut que ce soit un multiple de 16. Donc il va faire en sorte que votre livre ait un multiple de 16 pages en évitant qu'il y ait 15 pages blanches à la fin. Et puis, il va mettre ça au propre. Vous allez préparer une couverture, c'est l'éditeur qui fait ça. Et puis ensuite, il va choisir un papier. Le papier, il y a évidemment 1000 sortes de papiers très différents. Pour vous donner un exemple très simple, le papier, plus il est fin, plus il est lourd, et plus il est épais, plus il est léger. C'est pour ça que quand vous pensez, par exemple, à des Pléiades, à du papier Bible, comme on l'appelle souvent, et vous avez tous vu parfois ces textes où, en fait, il y a 1000 pages, et puis c'est un texte relativement fin, c'est un livre relativement fin, le livre est lourd. Alors que si votre papier il est plus large, plus aéré, il y a plus d'air, ben votre livre est plus imposant en termes son apparence est plus imposante. C'est comme ça qu'on peut faire des livres de 200 pages qui ont l'air d'en faire 450. Vous regarderez, parfois c'est marrant parce que vous prenez les livres dans les librairies, vous regardez les pages, et vous vous rendez compte qu'un livre de 500 pages et qu'un livre de 300 pages ont la même épaisseur. Ben ça, c'est les éditeurs qui jouent un peu de ça parce qu'ils ont un coup à faire. Ils ont quelqu'un de connu qui a raconté quelque chose, ou ils ont vite écrit un livre parce qu'il y a eu un événement politique là maintenant, et puis qu'ils veulent le grossir un peu pour le vendre plus cher. Et puis donc, eux, ils font tout ce travail-là, ils font une couverture, ils l'envoient à l'imprimerie. Il y a aussi des questions de papier parce que le prix du papier a beaucoup augmenté et il est resté très haut. On a eu un moment complètement fou, notamment au moment plus ou moins en 2020-2022, où il y a vraiment une pénurie de papier. Il n'y a plus de pénurie aujourd'hui, mais les conséquences de ça, c'est que le prix est resté très haut. Une des raisons pour lesquelles le papier est cher, c'est que on vit dans un monde complètement fou. Les gens passent leur temps à commander sur Internet. Et sur Internet, vous recevez vos paquets dans des cartons. Et donc, évidemment, que pour les fabricants de carton, de faire du carton pour les fabricants de papier, de faire du carton, c'est-à-dire du papier quasiment brut, dont on a besoin en masse, c'est beaucoup plus intéressant, ça se vend mieux et à des meilleurs prix que de faire du papier beau qui est traité pour faire des livres. Donc c'est en partie et notamment à cause de l'essor des commandes sur Internet qu'aujourd'hui le papier a pris cet ascenseur. Et donc tout ça coûte cher, et je vous le dis parce qu'il faut que l'éditeur arrive à faire un livre qui ne coûte pas trop cher. Et un livre aujourd'hui, ça coûte combien? Ça dépend de votre tirage, évidemment, parce que plus vous tirez, plus vous faites paraître d'exemplaires, plus vous avez évidemment un prix qui se réduit. Mais il faut compter maintenant, pour un livre de 400-500 pages, vous êtes difficilement à vendre 2 euros par exemplaire. Et puis donc l'éditeur, il a aussi ses frais généraux pour que ça tourne, sa boîte, etc., pour que ça marche. Il a des frais de promotion, parce qu'évidemment, il va falloir faire parler du livre, il va falloir peut-être faire de la pub, il va falloir faire venir votre auteur, il va falloir... Voilà, tout ça a un coût. Et puis ensuite, il a un partenaire qui est le distributeur. Le distributeur, c'est celui... Donc l'éditeur, son travail s'arrête à l'imprimerie quand le livre est imprimé et qu'il y a une pile de livres qui peut faire 200, 1000, 100 000 exemplaires. Et son travail se termine ici. Et ensuite, il a un partenaire qui est le distributeur. Le distributeur, c'est de la logistique qui vient, qui prend les livres et qui va les distribuer dans les magasins. Et ça, c'est comme ça que vous avez des livres qui se trouvent dans des librairies en Suisse, en France, au Québec, en Belgique. Je parle de la francophonie. Vous avez un distributeur qui lui-même a la capacité de mettre votre livre partout, chez Payot, à la FNAC, chez l'Indépendant du coin, à la gare. Le livre est partout parce que le distributeur est là. Et le distributeur, évidemment, prend un cut sur le prix du livre qui peut aller jusqu'à plus de 50% du prix du livre pour le distributeur
qui lui-même ensuite doit une grande partie à la rémunération du libraire. Donc voilà, les grands intervenants, si vous voulez, ou ceux qui se partagent vraiment le prix, c'est l'éditeur, c'est le distributeur et c'est le libraire. Et puis ensuite, chacun a ses frais à l'intérieur, dont les frais de l'auteur, mais qui sont souvent assez moindres par rapport à l'économie générale du livre. Les libraires, ça prend quoi? Ça double prix ça? Le libraire, il prend... alors, on vous dira toujours ça dépend, parce que ça dépend du libraire et que ça dépend aussi de ce que concède. C'est-à-dire que le distributeur, si vous lui prenez beaucoup de livres, si vous, libraire, vous êtes une chaîne avec beaucoup de librairies, vous avez évidemment un moyen de pression par rapport à un petit libraire indépendant qui en prend moins. Mais on est autour de 40% du prix du livre pour le libraire. Et avec une précision, c'est que ça intéressera le livre. Le livre, c'est de la vente par consignation. Donc chez le libraire, alors je vais vous faire le schéma un peu schématique, si des libraires nous écoutent, mais c'est à peu près ça. Hein, parce que les libraires vont dire oui, mais on a aussi parfois des frais de port, etc. Oui, mais schématiquement, comment ça se passe? Vous êtes libraire. Vous vous dites, tiens, le nouveau livre de machin sort. Je pense que l'année passée, j'en ai vendu plein. Je pense que là, je vais en vendre en tout cas, 100. Vous en commandez 100. Vous recevez du distributeur 100 livres avec une facture payable à 90 jours, donc à 3 mois. Là, je parle de la France, peut-être qu'en Suisse, c'est un peu différent, mais l'économie, globalement, est la même. Hein. Vous avez 3 mois pour payer ces 100 livres. Alors, vous attendez de voir ce qui se passe. Vous pouvez les payer tout de suite si vous voulez, vous pouvez attendre les 3 mois si vous voulez, mais vous pouvez aussi attendre les 3 mois en disant, je vais voir ce que je vends, je le paye, et ce que je ne vends pas, je le rends. C'est gratos. Non, c'est pas gratos. Dans les libraires, on a quand même des frais de port, des choses comme ça. Mais grosso modo, c'est gratos. Le libraire attend de voir ce qu'il vend. Il ne vend rien. 3 mois passent, le libraire ne vend rien. Alors, soit il retourne tous ses livres et il ne paie rien, soit il se dit, je pense que cet été, je vais en vendre. Mais je sens que je vais en vendre. C'était un début d'année un peu dur, mais là, je sens que je vais les vendre. Alors, il paye, il sort de sa compta, il sort de sa trésorerie, il sort le prix pour les 100 livres et il les garde. L'été passe, il en a vendu 0. Il a encore ses 100 livres. Il se dit, Noël, je vais les vendre, c'est sûr. Noël passe et il ne vend toujours rien. Et finalement, au mois de janvier, il rouvre. Après les fêtes, il se dit, mais j'ai encore ces 100 bouquins, là, je n'en ai pas vendu un. Allez, je les rends. Il les renvoie. Et le distributeur, c'est-à-dire l'éditeur qui a été payé pour ces 100 livres, doit le rembourser. Intégralement? Intégralement. Et c'est un des grands problèmes de l'économie du livre. Et je ne dis pas ça, et les libraires, et ça c'est un système qui a la valeur, et c'est pas, le libraire, ça lui permet, et c'est important, d'avoir aussi une maîtrise de son économie. C'est un métier difficile, indispensable. On a besoin des libraires. Ce sont les libraires qui nous permettent de lire aussi des livres qu'on ne lirait pas. Et le fait d'avoir cette liberté, cette flexibilité, ça permet aussi aux libraires de croire en des livres sans prendre trop de risques. Et ça, c'est important. Si je vous parle de ça, c'est parce que ça met parfois un mécanisme un peu compliqué pour l'éditeur. C'est que l'éditeur, il reçoit de l'argent du distributeur. Hein. Donc c'est le distributeur qui est payé, qui ensuite donne sa part à l'éditeur. Et l'éditeur, il gagne de l'argent. Et puis tout d'un coup, quelques mois plus tard, il doit le rendre. Il faut rendre ça. Mais cet argent, s'il l'a dépensé, comment il fait? Il fait paraître d'autres livres. Et on a souvent une économie où il y a des éditeurs, et l'économie du livre, où il y a un nombre de parutions complètement insensé. Il y a trop de livres qui paraissent aujourd'hui en francophonie. C'est mon sentiment. Et une des raisons, elle est économique. D'abord, c'est chouette d'avoir beaucoup de livres qui paraissent parce que c'est bien, il y a de la diversité. Mais en fait, quand il y a trop de livres qui paraissent, le marché est saturé. Aujourd'hui, le marché est saturé. Et une des raisons, c'est entre autres, selon moi, parce que les éditeurs courent après la trésorerie. Donc, ils font paraître des livres pour gagner de l'argent, pour rembourser ce qu'ils doivent ailleurs. Là, on a parlé du processus de retour qui va chez l'éditeur, mais qu'en est-il de l'écrivain? Tu touches l'argent, l'écrivain il touche l'argent quand? 2 ans, 3 ans après, ou il le touche à peu près quand, 12 mois? L'écrivain, il touche l'argent à peu près 15 mois après. Ça veut dire qu'en général, on arrête les comptes au 31 décembre de l'année. Et puis ensuite, l'éditeur a 3 ou 4 mois pour le payer et lui rendre des comptes avec parfois une provision qui est calculée justement, c'est-à-dire que si votre livre est paru au courant de l'automne, quelques mois avant, et qu'il y a eu tout d'un coup un engouement et beaucoup de sorties, dont l'éditeur se dit, alors attention, parce que là, il y a eu beaucoup de sorties, mais il y avait ce qu'on appelle des retours, c'est-à-dire des livres qui reviennent, il va coller une provision,
et dire à l'auteur, voilà, là, il y a une incertitude, et donc on va attendre quelques mois de plus ou un an de plus pour voir ce qui se passe. Parce que l'éditeur est quand même régulièrement informé du niveau des ventes finales, pas des ventes au distributeur qui dépose dans une librairie, mais de la vente finale, il est au courant quand même. Ben, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de moyen de maîtriser la vente finale. Parce que vous pouvez vous faire une idée à peu près avec ce qu'on appelle le réassort, c'est-à-dire quand il y a une recommande. Et on parlait du libraire avant qui en a commandé 100, et le libraire qui en a commandé 100, qui tout d'un coup en recommande 100, on peut partir du principe qu'il en a vendu 100 ou quasiment tous ces 100 et qu'il en recommande. Donc ça, c'est vendu. Elle ne va pas faire un stock qui ne se vend pas. Donc on peut maîtriser à peu près. Mais il n'y a aucun moyen, contrairement à du digital, parce que sur le digital, quand c'est vendu, c'est vendu. Il n'y a aucun moyen de savoir exactement ce qui a été vraiment vendu ou pas. Il y a des calculs sur des sorties de caisse. On a parfois, donc quand on a les classements des meilleures ventes, en général, c'est fait sur des sorties de caisse par un organisme qui est GfK, qui calcule par rapport aux informations qu'il reçoit des magasins, qui fait une estimation, qui a un calcul savant que je ne maîtrise pas, mais qui estime à peu près les ventes. Mais c'est toujours un peu tard pour boire. Ce qui est à la fois parfois effrayant pour l'éditeur de se dire mais comment on gère un stock quand il y a beaucoup de livres qui sortent, et en même temps assez génial de se dire qu'on a cette économie du livre qui est restée encore très artisanale. Maintenant, peut-être parle-nous du chemin que tu as parcouru entre ce premier succès et aujourd'hui, par rapport à ta façon de travailler et notamment de distribuer tes livres. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un éditeur en France qui s'appelait Bernard Defallois, qui a été un homme très important pour moi, qui a été l'artisan du succès de Harry Kéber et des autres livres. L'artisan, parce que vraiment, c'était un homme qui avait 60 ans de plus que moi et qui rêvait 10 fois plus, quoi. Et il a poussé les livres, il a fait le pied de grue chez les journalistes, chez tout le monde. Il a défendu ce bouquin, il a appelé les libraires, il a harcelé les libraires au moment de la mise en place en disant « mais lisez ce livre ». Et les libraires étaient un peu interrogés. Ils s'interrogeaient en disant « mais Bernard Defallois, il était un homme très important, il a eu une carrière dans l'édition vraiment connue et c'était un des grands acteurs de l'édition en France. Ça a été lui qui a participé à l'installation, à la création du livre de poche en France. Donc il a vraiment un historique et une histoire liée à l'édition en France. Et puis en 87, quand il est parti à la retraite d'un des grands groupes qu'il dirigeait, il en a dirigé plusieurs, il a décidé de monter sa maison d'édition qui était à plus petite taille pour s'amuser, pour travailler encore un peu pour le plaisir. Et donc, mais il avait cette renommée. Et les libraires se disaient, mais Bernard Defallois, le grand Bernard qui nous appelle pour nous parler d'un livre. D'abord, les éditeurs, en principe, ne nous appellent jamais. Et là, en plus, lui, c'est quand même bizarre. Et donc, il l'appelle, il lui répond, oui, vous avez essayé de me joindre, oui, allô, ah oui, c'est Bernard Defallois. Écoutez, lisez ce bouquin, c'est formidable. Et il a été l'artisan de ce succès. C'était la première fois que tu lui envoyais un livre ou il avait aussi reçu les 50 ? Non, Defallois, pour vous faire un petit récapitulatif, il avait fait paraître mon premier roman qui est paru, qui s'appelle Les derniers jours de nos pères. Pour vous la faire courte, Les derniers jours de nos pères, j'ai fini de l'écrire en 2009. Directement après, j'ai commencé à écrire un nouveau roman qui s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Il se trouve que j'ai soumis ce livre, Les derniers jours de nos pères, en 2010 à un concours au prix des écrivains genevois à Genève. Il a remporté ce prix à ma surprise. Grâce à ce prix, j'ai rencontré un éditeur, Vladimir Dmitrievitch, éditeur basé à Lausanne, qui était intéressé de le faire paraître, qui a proposé à Bernard Defallois une coédition. Là, on est dans le courant de l'année 2011. Malheureusement, Dimitri se tue dans un accident de voiture avant que la coédition se fasse. Et je retrouve, après l'enterrement de Dimitri, quelqu'un qui me présente à Bernard en juillet 2011. Bernard accepte de faire paraître ce roman en hommage à Dimitri. Et donc, Les derniers jours de nos pères paraît en janvier 2012. Mais donc, ça fait 2 ans et demi, donc de juin 2009 à janvier 2012. Fini de l'écrire en juin 2009. Et donc, finalement, quand ce livre paraît en janvier 2012, moi, j'ai terminé Harry Kéber. Ça fait presque 3 ans que je travaille sur ce nouveau livre. Et donc, le livre paraît, Les derniers jours de nos pères paraît en janvier 2012 chez Defallois. Il connaît un succès très, très, très limité et essentiellement poussé par ma famille, ma grand-mère et tout le monde qui ont poussé un peu les ventes, en tout cas ici. Et puis, Bernard Defallois me dit, alors, qu'est-ce que vous avez là en main ? Je suis sûr que vous avez écrit quelque chose d'autre. Enfin, je parlais un peu d'un projet. Et je lui fais lire Harry Kéber en me disant, c'est la cata, parce qu'il va détester Harry Kéber. Il va détester
Pourquoi ? Parce que je sais pas, j'arrivais pas à imaginer Bernard, qui était né en 1926, qui parlait pas anglais, qui était jamais allé aux États-Unis de sa vie. J'imaginais pas Bernard qui allait commencer à dire wow, c'est génial, j'adore, il y a 700 pages d'une enquête américaine, d'un écrivain à succès. Et donc j'hésite à lui faire lire, et finalement je lui fais lire, en me disant il va détester, mais j'ai mis un peu de temps à lui faire lire. Finalement il insiste, et puis il lit, et puis il me dit ah, Joël, c'est formidable, c'est génial, on le fait paraître tout de suite. Je lui dis tout de suite quand ? Il me dit là, maintenant, en septembre, là, tout de suite. Et je lui dis mais vous êtes fou, on vient de faire paraître un bouquin. On a vendu 300 exemplaires, dont ma grand-mère a dû en acheter 290. Non, là, vous allez voir, ça va être un grand succès. Et je lui dis mais pourquoi un grand succès ? Il me dit vous savez, Joël, le succès, qu'est-ce que c'est ? C'est le plaisir qu'on a à mener un projet de A à Z. Je ne peux pas vous promettre qu'il aura un succès critique, commercial ou autre, mais on aura un plaisir fou à mener cette aventure ensemble, et ça, c'est le succès. Et donc, il se passe encore 2 ou 3 mois pendant lesquels il insiste, je ne sais pas, j'hésite, mon boulot se termine à la Constituante, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je suis complètement perdu. J'ai fait paraître un premier roman, mais il n'a pas eu un vrai succès. Et donc, finalement, il insiste tellement que je me dis, bon, il faut le faire. Et puis, fin juin 2012, je lui donne mon accord, et puis le livre paraît en septembre 2012, et puis assez vite, il a commencé à avoir ce succès assez fou. Donc ça, c'était pour le livre à succès. Et ensuite, cet éditeur décède. Absolument. C'est là où on en était, pardon. Ah oui, pas de problème. Donc il fait paraître Harry Kéber en septembre 2012. Il fait ensuite paraître les romans suivants, le livre des Baltimore. Et puis, au moment de faire paraître le roman suivant, il décède en janvier 2018, le 2 janvier 2018, à 92 ans. Et il me laisse évidemment orphelin de ce maître, de cet ami, de cet homme absolument incroyable. Et puis un homme qui, depuis le début, m'a accepté à côté de lui, a accepté de se faire enquiquiner par ce petit jeune homme qui voulait comprendre. En lui disant « Mais Bernard, pourquoi on fait comme ça ? Et puis ça, pourquoi on fait comme ça ?» De Fallois, il avait ce talent, malgré toute la carrière qu'il avait, d'être curieux, ouvert, toujours dans le doute de dire comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Et il posait beaucoup de questions à tous les gens qu'il rencontrait, de comment est-ce qu'on ferait ça. Donc il n'avait pas ce côté je sais tout, j'écris le livre de poche et allez vous faire voir. Au contraire. Et de ça, de cette ouverture qu'il avait, j'ai appris énormément avec lui. Et puis quand il décède, je fais paraître évidemment mon livre. On n'a même pas de contrat avec lui. Donc quand il décède en janvier 2018, on n'a même pas vraiment signé un contrat pour le prochain livre, alors qu'ils ont déjà acheté le papier, mais pour moi, c'était évident qu'on le faisait ensemble. Et puis, j'ai espéré, je voulais vraiment que sa maison garde le cap, et je ne me voyais pas aller ailleurs. Mais il laisse dans ses volontés celle que la maison ne lui survive pas, et il demande que la maison d'édition ferme dans un délai de 2 ou 3 ans après sa mort. Et ça a été 2 ou 3 ans, pendant lequel d'abord j'ai essayé de repousser cette échéance un maximum, en disant mais non, on va pas fermer, enfin quand même. Et puis surtout, j'avais déjà appris beaucoup et j'ai dû faire beaucoup dans la maison. Je me suis mêlé beaucoup, j'ai participé beaucoup. Il y avait notamment la gestion des droits à l'étranger qui demandait un travail fastidieux. Et on m'a simplement demandé, mais vous ne voulez pas les gérer vous, c'est plus simple, vous savez faire un peu de droit. Et donc j'ai aussi commencé, malgré moi, à reprendre pas mal du boulot qui était en fond du travail qui revenait à l'éditeur. Et puis, quand la fermeture de la maison, j'ai compris que c'était quelque chose qui allait vraiment avoir lieu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas aller ailleurs. J'ai pas envie, je peux aller ailleurs, mais je n'ai pas du tout envie d'aller dans une autre maison d'édition parce que j'aurais le sentiment de trahir Bernard. Et puis, c'était un homme très indépendant, très libre comme ça. Et donc, je me suis dit, la seule chose que je peux faire et qui me plairait de faire, c'est de créer ma propre maison d'édition parce que je me sens capable, parce que j'ai accumulé suffisamment d'expérience, très modestement, en me disant même que tout ne serait pas simple. Mais j'avais le sentiment, on parlait de la confiance avant, j'avais le sentiment que je pouvais avoir suffisamment confiance en moi pour le faire. Et c'est comme ça que j'ai créé cette maison d'édition qui a commencé son travail opérationnel dans le marché du livre en janvier 2022, qui s'appelle Rosie et Wolf, et qui est une maison d'édition suisse basée à Genève, dans les bureaux où on est maintenant ensemble. Et c'est cette maison donc, qui édite Joël Dicker, l'écrivain ? Absolument, c'est des maisons d'édition. Alors moi, je ne suis pas éditeur, je suis patron d'une maison d'édition, je suis entrepreneur. J'ai créé cette maison d'édition, mais je l'ai ensuite, évidemment, toute l'idée, c'est ce que j'ai fait, c'était de mettre dans cette maison l'équipe qui me permettrait de mener à bien ces projets
sans que je doive m'impliquer plus que ce que je faisais jusque-là, parce que j'ai besoin d'avoir du temps pour écrire. Et puis aussi, surtout, pour avoir des gens qui me contredisent, qui me relisent, qui me disent « mais là, c'est pas bon, là, on va faire comme ça ». Parce qu'évidemment, c'est pas l'idée, c'est que c'est pas moi qui me relis en me disant « oh, mais c'est merveilleux, bravo mon chéri, t'as bien travaillé ». Donc, trouver les bonnes personnes pour rester dans cette dynamique de travail, de doute, dans le bon sens du mot, de reprise de ce qu'on faisait. Et comment on trouve ces personnes-là? On va les débaucher dans d'autres maisons d'édition? Non, alors il y a une personne qui m'a suivi, Marie-Claire, qui m'a suivi de chez De Fallois, et qui est celle qui s'occupe de toute la stratégie de fabrication, c'est-à-dire tout ce dont je parlais avant, le choix du papier, les commandes, enfin toute la fabrication, la composition. Et puis ensuite, j'ai dû trouver des personnes qui justement venaient pas de l'édition, ce qui m'a plu. C'était vraiment du feeling. Et entre autres, Olivia, qui est une amie de très longue date, qui cherchait un boulot, et je me suis dit, il faut tenter l'aventure. Enfin, je me suis dit, elle a tellement ce sens de la débrouillardise, et c'est ce qu'il faut, au fond, c'est-à-dire se débrouiller et réinventer. L'édition, elle a quand même ce défaut, le monde de l'édition a quand même ce défaut d'être resté dans un schéma qui est très ancien, qui est un schéma qui est un peu dans la naphtaline, et qui ne correspond pas forcément toujours, je trouve, à ce qu'on fait ou à ce qu'on devrait faire aujourd'hui en 2024. Et je trouve que ce qu'on devrait faire en 2024, c'est se rappeler de l'importance de lire et se poser la question de se dire, voilà, aujourd'hui, on a vraiment une question de santé publique, j'ai envie de dire, qui sont ces générations qui arrivent et qui sont biberonnées à l'écran, pour certains du matin au soir. Et je suis parent et je comprends ça, parce que ceux qui sont parents maintenant et qui voient l'efficacité d'un écran sur les enfants, c'est prodigieux et c'est effrayant. Et je le dis parce que justement, l'idée, c'est de ne pas juger, de dire les écrans, c'est mauvais, c'est de dire on a un problème, c'est qu'en fait, on a l'écran qui est mauvais. Pourquoi c'est mauvais, un écran? Je vais vous le dire. Parce que le cerveau reçoit une récompense gratuite. C'est-à-dire que si vous êtes une génération qui vous êtes emmerdé en partant en vacances avec vos parents en Italie ou en France à faire 6 heures de bagnole, à avoir envie de crever d'ennui dans des voitures sans clim, à mourir de chaud, eh bien, votre cerveau, à ce moment-là, il se construisait. Et puis, quand vous avez lu, parce que c'est le cas des générations avant aussi, on a beaucoup lu parce qu'on n'avait que ça, on avait une télé chez nous, mais le divertissement, sinon, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas tout ça. Le divertissement, c'était de lire. On a construit notre cerveau. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un écran sous les yeux, on a un divertissement gratuit. Ça veut dire qu'on s'ennuie, on sort de notre écran, et notre cerveau est satisfait. Il reçoit une récompense, mais il reçoit une récompense pour laquelle il n'a pas travaillé. Et donc, il y a ce problème de stimulation. Et cette stimulation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que votre cerveau ne se construit pas. Et la construction du cerveau, et là, je ne parle pas du tout du plaisir de lire, et c'est super d'avoir du plaisir de lire, et quand on lit, on apprend aussi plein de trucs, et ça, c'est très chouette, mais je mets complètement de côté. Ce n'est pas ce dont je vous parle. Je vous parle vraiment physiquement et scientifiquement de la construction du cerveau. Le cerveau qui nous permet de communiquer ensemble. Mais communiquer, c'est pas se dire bonjour, c'est se comprendre. C'est comprendre qui est l'autre, comprendre ses enjeux, comprendre d'où il vient. C'est être capable de vivre dans un monde où on peut se respecter en n'étant pas du même avis, qui est le fondement d'une démocratie. Une démocratie, c'est qu'en fait, on n'est pas les mêmes, on est chacun libre de penser et de vivre notre vie comme on veut, dans la limite du respect de l'autre, et l'autre doit accepter ça. Et ça, c'est génial. Si on pense tous pareil, c'est le fascisme. Mais tout ça ne peut fonctionner vraiment que parce que notre cerveau est prêt à ça. Comprendre les enjeux d'un vote, c'est une séquence complexe. Comprendre ce qu'on est en train de faire, comprendre pourquoi on va voter, comprendre le sujet du vote et comprendre les enjeux que ça peut avoir. Mais si on ne lit pas, notre cerveau, il n'est pas prêt à ça. Donc on est en train de créer une génération de zombies qui seront peut-être, dans le pire des scénarios, pas capables de maintenir la démocratie. Le système démocratique, le pilier de la démocratie, il s'est construit parce qu'on lit. Il se maintient parce qu'on lit. Qu'est-ce qui se passe demain quand arriveront des générations de gens qui ne lisent plus? C'est la grande inquiétude. Et pour contrer tout ça, comment tu vois les choses? Parce que là, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu à la fois du père de famille aussi, mais il y a l'enjeu aussi de l'entrepreneur qui s'est orienté vers l'édition, par exemple. Oui, alors on a une chance extraordinaire dans cette situation difficile, c'est que tout le monde aime lire, mais que tout le monde ne le sait pas encore. C'est-à-dire que
on a vraiment là quelque chose, un outil absolument incroyable, c'est que faire lire les gens, convaincre les gens de devenir des lecteurs, c'est assez facile en fait. Il faut les pousser, il faut les stimuler. Alors, on parlait avant de la production complètement incroyable, et parfois, c'est parfois trop, je le disais avant, hein, le nombre de livres qui paraît, mais ça veut dire qu'il y a un livre pour tout le monde. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui vous dit « mais j'aime pas trop lire », ou « j'ai pas le temps de lire », souvent les gens disent « j'ai pas le temps de lire ». C'est rare d'avoir quelqu'un qui vous dit « ah non, alors lire, je déteste absolument lire », comme on peut détester, je sais pas, le football ou les radis. Personne ne vous dit ça. Je déteste lire. Peut-être un ado de 12 ans à qui on fait lire un livre qui l'emmerde, mais sinon, en fait, les gens vous disent souvent « ah oui, non, mais lire, j'ai pas le temps », etc. Mais lire, ça c'est pas, il ne faut pas se bloquer le mardi soir pendant 3 heures, on coupe son téléphone et on se force à lire un livre horrible. Lire, c'est avoir un livre avec soi, et puis le lire quand on a 5 minutes. Et les gens qui lisent pas, vous leur dites, écoute, voilà, à votre fils ou à vos neveux, ça marche mieux sur les plus jeunes, mais je sais que les adultes sont sensibles aussi à la corruption. Vous lui dites, écoute, prends ce bouquin, je pense qu'il va te plaire, parce que c'est un bon polar et que tu aimes les polars, ou parce que c'est un livre sur le foot, ou parce que, je sais pas, c'est même la biographie de Mbappé ou de Ronaldo, ou peu importe quoi. Et lis 5 minutes par jour. Dans le bus, dans là, machin, 5 minutes par jour. Et lis 5 minutes par jour pendant 15 jours. Et je peux vous assurer que si on lit 5 minutes par jour pendant 15 jours, d'abord, au bout de 3, 4, 5 jours, on va commencer à passer à 7 et à 10. Et peut-être même qu'on va se surprendre à ouvrir 2 fois son livre par jour parce qu'on a envie de savoir ou qu'on est intéressé. Parce que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et c'est inhérent à la qualité du livre, parce qu'il faut trouver évidemment à ce moment-là, pour faire cet effort, quand on n'est pas un lecteur, il faut avoir un sujet qui nous parle ou qui nous plaît, ou une histoire, ou peu importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'en fait, tous ces moments de vide qu'on a dans notre journée, qui sont conséquents, parce qu'on passe une grande partie de notre journée à s'ennuyer, à attendre, c'est comme ça. Hein. Quand on prend le bus pour venir au bureau, ou quand on est à un rendez-vous qui traîne, on est chez le médecin est toujours en retard, pardon, le médecin, mais c'est vrai, on attend quelqu'un au café qui a un peu de retard, 5 minutes par-ci, 5 minutes là, on sort un livre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là aujourd'hui? On prend notre téléphone portable, et moi le premier, hein, je suis pas en train de dire, moi qu'est-ce que je fais? Si j'ai pas un bouquin avec moi, je prends mon téléphone et je m'abrutis. Je vais pas me dire, tiens, j'ai 5 minutes, je vais regarder le ciel et réfléchir. Non, non, je sors mon téléphone de ma poche, je rouvre mes mails que j'ai déjà lus 3 fois, il n'y a rien de nouveau, je les rafraîchis, je regarde encore une fois les mêmes applications de news que j'ai regardées 10 fois, il n'y a absolument rien. Je vais m'abrutir sur Instagram, où là, vraiment, c'est à l'infini, ad vomitum de trucs, on peut de regarder des conneries. Et puis, mais on a ces moments-là. Et si pendant un de ces moments-là dans la journée, on sort un livre et on convainc quelqu'un de sortir un livre, mais elle va se dire, mais en fait, c'est génial. En fait, je suis pris. En fait, il y a une récompense. Hein. C'est pour ça que je parlais de la récompense. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a du plaisir. On a une récompense. Notre cerveau se construit. Il y a un truc qui se passe. Et ça, vous faites le défi en disant à votre neveu, fils, filleul, je ne sais pas qui, ou parents aussi, hein, ou collègues, en disant, écoute, lis pendant 15 jours, 5 minutes par jour, et si tu tiens le défi, je t'emmène bouffer dehors. Je vous promets que ça marche. Et donc, il y a une solution qui est très facile, c'est celle-là. Donc, tu es optimiste? Mais moi, je suis optimiste parce que je le vois. C'est-à-dire que moi, je vais dans des librairies, et là, je sors de 6 mois de tournée dans toute l'Europe. C'est pas pour dire, ouais, mais c'est pour dire, c'est-à-dire que c'est pas juste que j'ai fait une tournée autour de chez moi. C'est-à-dire que j'étais dans d'autres pays, j'étais dans d'autres langues, et j'ai vu ça de mes yeux. Et je le vois depuis des années, mais là, je l'ai revu pendant 6 mois, de voir des gens qui viennent et qui me disent, eux ou leurs enfants, ou de tous âges, vraiment des gens de tout niveau, des gens qui viennent me dire, je lisais plus ou je lisais pas, et maintenant je relis. Et c'est pas par rapport à mon livre, c'est-à-dire que mon livre, et ça me rend très heureux, a peut-être été ce petit tabouret pour remonter un peu et remonter la pente, de se dire, en fait, oui, parce qu'en fait, c'est distrayant, on entre bien dedans. C'est vrai que je mets beaucoup de travail à essayer à faire en sorte qu'on puisse rentrer facilement dans le livre, ce qui n'est pas toujours simple, hein. Mais ce sont des éléments qui sont importants pour moi, parce que moi, c'est ce qui me plaît. Et je le revendique de dire, mais pour moi, oui, quand vous avez un professeur d'université ou des grands prix ou des gens qui vous disent bravo, je lis 2 livres par jour, 700 par année, votre livre est fantastique, ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Mais ça me touche pas le 10e de quelqu'un qui vient me dire je lisais pas et maintenant je lis. Et ça, c'est pas mon mérite, hein. Et c'est le mérite du lecteur. Moi, je mets un peu les éléments, vous voyez, ensemble pour dire ça peut vous donner envie de lire, mais c'est vraiment
le lecteur qui a fait ce boulot, qui s'est rentré dedans, qui a imaginé les personnages. C'est pour ça que le lire, c'est aussi fort, parce que, en fait, quand vous lisez un livre, vous avez vécu tout ça. Vous avez imaginé les personnages, il s'est passé quelque chose de concret. Vous voyez, si je vous raconte une histoire maintenant, et je vous dis, c'est un couple qui court au bord de la mer, ils font leur jogging au bord de la mer, et là, ils découvrent un paquet par terre, à leur nom, et ils s'arrêtent, ils l'ouvrent, et là, waouh. Et là, je vous ai raconté une histoire, et je suis assez convaincu que vous avez tous vu l'histoire. Je vous ai dit, il y a un couple qui fait son jogging ensemble au bord de la mer, et ils trouvent un paquet. Mais je ne vous ai pas dit si ce couple, c'était, est-ce qu'ils sont jeunes, est-ce qu'ils sont vieux, est-ce que c'est un homme et une femme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme et un homme, au bord de la mer, mais laquelle? Je sais pas, ils étaient sur la côte d'Azur, ils étaient la mer Baltique, ils étaient dans quel pays? Puis il faisait jour ou nuit? Et puis un paquet, c'est un paquet cadeau, c'est un paquet probablement de carton parce qu'on en voit partout maintenant. Et puis leur nom, il était écrit comment? C'était une vraie étiquette avec leur nom écrit à la machine, ou est-ce que c'était juste écrit au marqueur dessus? Je vous ai rien dit et vous avez tout vu. Donc c'est pas moi qui ai fait le boulot, c'est vous. Vous avez tout imaginé. Vous m'avez pas dit, là vous avez vu la scène. Je suis sûr que vous avez vu la scène. Dites-moi si c'est pas le cas, dites-le moi. Mais vous avez vu la scène. Et vous m'avez pas dit, ouais non mais attends, on n'a rien compris parce que ils sont comment, ils sont qui, c'est le jour ou c'est la nuit. Je vous ai rien dit. Donc c'est vous qui faites tout ce boulot-là. Et ça c'est une gymnastique de l'esprit qui est extraordinaire. Et c'est un plaisir personnel parce qu'après on peut se dire, mais attends, ils étaient où pour toi? Ben, toi, tu vas me dire, ben, moi, c'était la promenade des Anglais à Nice, quoi. Ah, et pourquoi? Et un autre va me dire, ah non, moi, c'était la Scandinavie, ils étaient au bord, ils étaient à Stockholm, là, vers le Grand Port, et puis ils couraient là. Pourquoi? Ben, je sais pas, je me demandais, ben, parce que moi, je reviens de Stockholm et j'ai adoré, ou moi, je suis né là-bas, ou moi, mais, enfin, j'en sais rien, mais c'est vous construisez ce truc, et c'est pour ça que la lecture, et je vous dis, tout le monde aime lire, mais tout le monde ne le sait pas encore, c'est que cet exercice-là, il est assez génial, mais c'est celui du lecteur, c'est pas l'auteur. L'auteur, il est pour rien, il vous a aidé un peu à entrer là-dedans, c'est vraiment tout. Tu lis beaucoup? Je lis pas mal, pas autant que je voudrais, mais j'essaie de lire autant que possible. J'essaie aussi parfois de me dire, même si j'ai que 5 minutes, c'est bien aussi. Tu vois, c'est comme le sport, hein, pardon, mais c'est aussi une hygiène de vie, où on dit, le pire entraînement, c'est celui qu'on fait pas. Et ben, si t'as 10 minutes, fais 10 minutes. Puis si tu as 2 heures, c'est très bien, fais 2 heures. Mais juste d'avoir bougé un peu, juste d'avoir monté les escaliers à pied au lieu de l'ascenseur, juste ces petites choses qui font la différence. Et bien lire, tu n'as pas le temps aujourd'hui, on n'a tous pas le temps, et en fait vraiment aujourd'hui, on n'a même pas les 5 minutes, et bien lis même 2 minutes, lis même une page, tu vois, fais juste ça. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire. Et vous recevez avec la maison d'édition, vous recevez beaucoup de manuscrits? Oui, alors on reçoit beaucoup de manuscrits. Et ça je leur dis ici, mais on le dit sur le site de la maison, et j'en parle dès que je peux, on n'a pas de comité de lecture aujourd'hui qui permet de lire ces manuscrits. Et donc, ne nous envoyez pas vos textes, on répond toujours en disant merci beaucoup. Et moi, je suis très touché d'avoir ces retours, des gens qui ont envie de partager leurs textes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lire? Parce que lire un texte, ça prend en tout cas une journée. Puis si vous voulez faire un vrai retour, et moi je suis écrivain, et j'ai reçu des retours des éditeurs, donc je sais ce que ça fait d'avoir un retour qui est juste un peu minable, merci, au revoir. Donc il faut faire un retour circonstancié. Et ça demande en tout cas 2 jours complets de travail. Et on reçoit 10 manuscrits par semaine. Donc 10 manuscrits tous les 5 jours. Donc ça veut dire que tous les 5 jours, on a 20 jours de travail à peu près. Enfin, aujourd'hui, c'est pas possible de le faire et de le faire bien. Peut-être qu'un jour, on pourra. Et donc, c'est la raison pour laquelle on donne pas suite aux manuscrits qu'on reçoit par la poste. Aujourd'hui, par rapport au temps que tu investis, tu considères que tu es plutôt entrepreneur, plutôt écrivain? Comment tu répartis les choses? Est-ce que tu as encore le temps de faire ta passion qui est l'écriture, ou est-ce que ça te prend un peu trop de temps? Mais c'est difficile à expliquer parce que il y a des moments plus ou moins, voilà, il y a des moments où je me consacre plus ou moins à l'écriture, il y a aussi des moments où je me consacre à la promotion. Et là, je sors d'une tournée de plusieurs mois où j'ai pas fait grand-chose pour la maison d'édition, j'ai pas beaucoup écrit, mais j'ai fait de la représentation pour mes livres. Donc c'est aussi une partie du métier d'écrivain. Donc c'est toujours assez dur de quantifier. Mais moi, je fais souvent une analogie avec un avocat, un médecin qui décide de monter son cabinet ou une clinique. C'est-à-dire que vous êtes avocat et tout d'un coup, vous vous associez ou vous engagez des gens pour bosser avec vous, et vous avez aussi une secrétaire et peut-être un comptable et des choses comme ça. Donc votre métier d'avocat,
il est aussi un métier de patron d'une entreprise. Et les deux fonctionnent en général assez bien, ou un médecin qui monte un cabinet ou qui monte une petite clinique. Et c'est-à-dire que quand on a ce truc de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, qui à mon avis, on ne le développe pas, ou oui, on le construit un peu avec l'expérience, mais on l'a ou on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir, et vous le savez, un peu le goût du risque et une très grande envie de liberté. Qui vous permet de vous dire, en fait, cette liberté-là, elle vaut la peine d'être vécue plus que la sécurité de l'emploi, qui est partielle, plus que te dire, il y a un salaire qui tombe, plus que de se dire, je reste loin d'un tas d'emmerdes absolument incroyables. C'est vrai que je pourrais être écrivain en me disant, je suis chez un éditeur qui gère tout, et donc moi, tout ce que j'ai à faire de ma journée, c'est écrire. C'est écrire, mais après, je suis pieds et poings liés avec quelqu'un qui est une entité juridique, parce qu'un éditeur, oui, vous avez un éditeur qui est votre référent dans la maison d'édition dans laquelle vous êtes, mais en général, vous êtes lié à la maison d'édition et pas à la personne. Donc demain, cette personne n'est plus là, elle est virée, elle part ailleurs, et vous êtes coincé dans la structure éditoriale où vous connaissez personne. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sortent un peu même de l'esprit de l'écrivain, qui, moi, m'ont toujours me fait sentir, alors que je ne sentais pas chez De Fallois, justement parce que c'était particulier, mais où là je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'être... j'avais cette aspiration à la liberté et déjà un goût pour l'entrepreneuriat. Mais cette aspiration, tu l'as dit tout au début, tu l'avais très tôt, puisque quand tu écrivais ta gazette, tu faisais tout. Tu faisais l'édition, la mise en page, tu étais déjà très indépendant. Donc mais c'est maintenant que je me rends compte, et je me suis jamais dit, durant ces années, je me suis jamais dit, je suis entrepreneur, j'ai ce côté indépendant, etc. C'est en arrivant face à des choix de la vie, où tout d'un coup j'ai fait le choix de l'indépendance, et quand je regarde dans le rétroviseur, le fait que je sois éditeur aujourd'hui, c'est-à-dire que je fabrique des livres, et que je m'implique dans le choix du papier, dans le design de la couverture, dans la couverture elle-même, dans absolument tout, dans la police, dans absolument tout, et que je regarde en arrière de ma vie et que je me dis mais pendant 10 ans, j'ai édité de A à Z ce magazine, je fais le pont en me disant, en fait, c'est la suite très logique. Mais sur le moment, je crois que l'entrepreneur, il ne se dit pas, je suis entrepreneur, il fait des choix, il se met dans des situations où il se dit, ah putain, en fait, je suis entrepreneur. Ouais, mais c'est instinctif. Derrière lui, il se dit, en fait, je suis le seul à avoir fait ça. C'est très instinctif. C'est hyper instinctif, ouais. Je pense que si c'est réfléchi, on ne le ferait pas. Je crois que la plupart des entrepreneurs, si vraiment ils enlevaient leur instinct et ils faisaient juste, ils s'en tenaient à leur business plan ou écouter les autres, ils ne le feraient pas. Mais il y a ce truc, cet instinct où ils se disent, ça va le faire. Aujourd'hui, tu dois écrire un nouveau roman pour... Non, mais on va pas... Mais c'est une bonne question. Si je dois... Mais attends, tu l'as pas posée, mais je vais la poser pour toi. Ma crainte, quand j'ai monté Rosier et Wolf, ma vraie grande crainte, c'était pas tant de me dire, si je me plante avec mes 500 tonnes de papier, parce que tu te plantes une fois et puis voilà, tu passes à autre chose et ça fait chier. Enfin, je veux dire, tu passes à autre chose. Tu vois, ça serait ni le premier, tu prends ta perte et puis voilà. Tu prends ta perte à m'être planté. Tu t'es planté, c'est la fin de l'histoire. Ma grande crainte, c'était, et pour l'instant c'est pas le cas, mais elle est toujours un peu par là, c'était de créer un modèle dans lequel je sois obligé de produire pour que la maison tourne, financer les salaires et aller de l'avant. Donc le business model que j'ai fait, c'était vraiment un business model qui me permettait de rester, alors je ne peux pas faire un livre tous les 20 ans, mais de rester dans une production qui est celle que je fais aujourd'hui, de un livre tous les 2-3 ans. Et pour moi, c'est un élément hyper important parce que je dois pouvoir avoir une maison d'édition qui tourne sans avoir besoin d'écrire un livre tous les ans pour payer les gens. Et ça, c'est hyper important. Du coup, quand on t'écoute comme ça, la prochaine étape, c'est quoi? C'est d'avoir ta propre librairie? Non, je ne crois pas. La prochaine étape, il y en a plein. Parce que je passe mon temps à imaginer des choses ou à avoir des envies ou à me dire justement, parce qu'un entrepreneur, qu'est-ce qui se passe? En principe, quand il voit quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal, il se dit, je vais le faire moi-même, ou je vais le refaire, ou je vais changer le système. Challenger le statu quo. Absolument, c'était bien dit. Je trouve que la limite à ça, c'est aussi se poser la question de quel est le bénéfice de la concrétisation de ces envies ou de ces modifications. Bénéfice, pas seulement financier, évidemment, il y a un enjeu financier de se dire, attends, si je fais ça et que je monte tout ça et que j'engage des gens et que je révolutionne le zinzin, est-ce que c'est rentable? C'est une question importante. Et puis aussi, surtout, est-ce que ça vaut la peine pour moi?
Est-ce que ça vaut la peine d'écrire moins, de moins voir mes enfants, de si, parce que là, il y a une idée. Et je trouve que en tout cas, moi, c'est personnel, hein, une fois que je passe des idées au crible de la rentabilité financière et du sens que ça a pour ma vie, ça fait un peu le cut. Tu vois, je sais que d'avoir créé cette maison d'édition, ça a été une étape de ma vie tellement importante. Et je sais qu'aujourd'hui, si je ne l'avais pas fait, et pourtant au début, j'ai eu les boules, hein, c'est-à-dire que je disais, mais attends, mais parce qu'on parle de stock de papier, on parle de commandes, on parle de centaines de tonnes de papier à acheter, à stocker, d'enjeux importants, en tout cas pour moi, tu vas de me dire, mais je fais tout ça, j'engage des gens, enfin, qu'est-ce que je fous là-dedans, dans un métier que je connais au fond pas. Et avec en face de toi une industrie du livre qui se dit plante-toi, parce qu'ils veulent pas que les auteurs deviennent indépendants. Bah, évidemment, je comprends pourquoi. Mais maintenant que j'ai vécu cette expérience, je peux les rassurer en leur disant personne n'a envie de faire ça. Enfin, à moins que tu sois vraiment très entrepreneur et que tu aies le goût du risque, et que tu aies le goût de tout ça. Et je l'avais. Et donc voilà, mais c'est pas un truc, en fait, c'est vous emmerdez pas, les gars, écrivez vos bouquins, soyez heureux chez votre éditeur, et ça, c'est bien. Moi, je savais que, ne serait-ce qu'avec mon histoire chez De Fallois, je ne serais pas heureux. Et donc ça, c'était un risque et un truc que je devais faire, et je le savais. Après, j'ai souvent des envies, des idées que je jette à la poubelle, mais c'est aussi ma façon de faire, parce que j'écris tout le temps, et j'ai beaucoup d'idées qui partent à la poubelle, parce qu'elles ne sont pas assez bonnes, et c'est pas grave. C'est quand tu es un jeune auteur, et tu te dis au début, moi, mon livre, je ferais ça. Un livre, quand j'écris, quand est-ce que je sais qu'un livre avance vraiment? Quand je coupe des pages et que je jette. Et quand j'écris, tu vois, je peux passer une journée où j'écris 1, 2, 3, 4, 5, 10 pages, et il y a 95% de chances que ces pages, elles sautent. Parce que c'est pas bon, parce que ça mène à rien, parce que voilà. Mais je sais que quand j'écris, donc je pourrais me dire, ouais, j'ai fait 10 pages aujourd'hui, je sais qu'il y a 95% de chances que rien n'en reste ou qu'une grande partie parte. Quand j'enlève, et au début c'était horrible parce que quand je coupais des pages, 10 pages, 50 pages, 100 pages, tu recommences de zéro, tu te dis, tout ça pour rien, quoi, tout ce temps perdu. Mais non, en fait, quand j'enlève aujourd'hui, je sais cette fois à 99% que c'est une bonne idée de l'enlever et que j'avance. Parce que maintenant que j'ai enlevé ça, je sais ce que je veux pas faire. Tu vois, je comprends que ce personnage est faible, ou qu'il sert à rien, ou que l'histoire est un peu trop molle, ou ci ou ça c'est de la cuisine à l'interne, mais je sais que quand j'enlève, le livre avance vraiment. Alors que quand j'écris, peut-être que je vais complètement dans le mur, et ça, j'en sais absolument rien. Tu parles aussi de cette industrie, tu parlais de Naphtaline. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a révolutionné quasiment toutes les industries, c'est la tech. La tech, chez vous, elle est là. Enfin, on parle beaucoup de ChatGPT, les génératives. Tu penses que c'est quelque chose qui va s'inviter dans votre industrie? Plus de tech? Plus de tech, pourquoi pas? Je ne sais pas encore exactement à quel niveau. Moi, je vais te donner un niveau encore plus simple que de l'écriture, c'est les couvertures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de faire une couverture, de trouver les bonnes personnes qui vont te fabriquer une couverture. Voilà, je peux donner un exemple. On est dans le bureau où on a un tableau de 2 mètres sur 2. C'est la peinture qui a été faite sur commande pour être la couverture de mon nouveau roman, Un animal sauvage. Donc ça, c'est un artiste espagnol que je connais, à qui j'ai donné un brief et qui a peint un tableau de 2 mètres sur 2 pendant des mois. Tu vois, pour faire une couverture. Pour faire une couverture. Ou bien, il y a un livre sur la table qui est l'énigme de la chambre 622. Et j'ai travaillé avec un mec que je ne connaissais pas, qui m'avait été mis en lien, qui est au fin fond d'un État, je ne sais pas si c'est l'Utah ou je ne sais pas, mais il y a des milliers de kilomètres d'ici. On a travaillé par mail et on a fait une couverture parce que je disais, voilà, j'aimerais une couverture dans laquelle on voit Genève, on voit la montagne, il y a une voiture de police quelque part, il y a un drapeau suisse. Et puis on a travaillé comme ça pendant des mois où, email par email, il changeait un peu son image. Et aujourd'hui, on a des outils incroyables où tu lui écris un brief, tu lui dis fais-moi ci et ça, et tu as une couverture qui apparaît. Donc je pense que la technologie, elle va peut-être nous permettre d'avancer. Après, la question, c'est justement qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Je trouve que la technologie, les gens sont inquiets. Moi, je ne suis pas inquiet de la technologie. Je suis inquiet du manque de responsabilité que les gens ont. C'est-à-dire qu'on dit ChatGPT, c'est horrible parce qu'on ne va plus rien faire. On ne va plus écrire nos textes, les enfants ne vont plus travailler. Mais le problème, ce n'est pas chat ou je ne sais pas quoi. Le problème, c'est nous. C'est-à-dire qu'on est incapable de prendre nos responsabilités et d'utiliser les outils pour nous rendre plus performants, pour nous pousser plus loin, pour avoir des idées. C'est-à-dire qu'une AI qui te créerait une couverture, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ça ne sera jamais le travail ou le détail d'un tableau. Mais peut-être ça peut être très bien aussi. Donc c'est toi-même, en tant que créateur, tu dis, non, mais là, je vois un tableau, et je trouve que le concept que le mec il fasse son tableau, et ce serait évidemment un trait qui est différent,
qu'une AI ou l'image, c'est-à-dire que la qualité de l'image, elle n'est pas la même. Même quand tu fais en peinture ou dans le style tu n'as pas un tableau. Et c'est très bien, tu vois, tu as différentes options. Et peut-être qu'une AI aussi, quand tu as un roman de quelqu'un de pas connu, et donc tu n'as pas forcément les moyens de passer une grosse commande, etc., ça peut être super aussi. Ça peut te faire une couverture qui est belle, qui promeut ton livre. Donc la vraie question, c'est la responsabilité. Je vais te parler de YouTube. YouTube, c'est un truc absolument extraordinaire, où tu peux aller sur la chaîne de la NASA, du National Geographic, tu peux voir de l'opéra, tu peux voir du cinéma, tu peux voir des trucs incroyables, tu peux voir une fusée qui décolle en direct, tu peux voir des documentaires, c'est absolument génial. Mais tu peux aussi passer des heures à regarder des vidéos de mecs qui glissent dans la rue parce qu'il a neigé ou d'un chat dans un micro-ondes. Mais c'est pas la faute de YouTube, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu vois, qu'est-ce qu'on fait des outils qu'on nous donne? L'informatique à bord de Apollo 11, donc qui va sur la Lune, qui décolle, qui va sur la Lune et qui revient. L'informatique à bord de Apollo 11, eh ben, elle n'est pas suffisante pour faire marcher un smartphone. Les mecs sont allés sur la Lune avec ça. Nous, on a un smartphone pour faire des groupes WhatsApp famille et se mettre des photos de nos enfants qui vont à la piscine. Non, mais c'est bien aussi, tu vois, mais je dis, qu'est-ce qu'on fait de ces téléphones qu'on a tous devant nous et qu'on pose à table quand on arrive en disant, waouh, avec ce téléphone, mec, on peut aller sur Mars probablement, mais on n'en fait rien. Et c'est la question, tu vois, quelle est notre responsabilité? Et je trouve que dans toute cette inquiétude que les gens ont, c'est pas la machine, c'est pas l'AI, c'est génial l'idée de ce qu'on a développé, de ce qu'on est capable de faire. C'est incroyable, la technologie, c'est génial, mais il faut arrêter d'être complètement déresponsabilisé et justement comprendre les enjeux. Et la compréhension des enjeux, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce qui nous permet de comprendre les enjeux? La lecture. Donc voilà, on revient toujours à ça. Hein. Merci beaucoup, Joël. Merci les amis. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Joël Dicker. Son parcours est un véritable témoignage d'ambition, de persévérance et de passion, des qualités essentielles pour tout entrepreneur. Et j'aimerais revenir un petit peu sur l'ambition. Car comme le dit Joël, l'ambition c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous emmène, qui nous passionne. En fait, l'ambition c'est pas quelque chose de négatif, ça doit être un savant mélange de confiance en soi et d'humilité qui est nécessaire pour réaliser des choses, pour avancer et pour réussir des projets. Joël nous a rappelé également que le succès ne vient pas du jour au lendemain, mais par des efforts constants et une volonté inébranlable de s'améliorer, que ce soit entre le moment où il commence sa Gazette des animaux à 10 ans ou entre son premier et son 6e roman. Il souligne l'importance de l'authenticité dans son travail tout en mettant en avant la nécessité de comprendre son marché, de comprendre à qui on s'adresse et quelles sont les attentes de cette personne à qui on s'adresse. Et c'est sans doute un élément déclencheur dans sa trajectoire, quand Joël se dit à lui-même « Il faut écrire le livre que tu as envie de lire ». Et on est là en plein dans une approche authentique personnelle, mais également en plein dans l'empathie pour la personne qui va lire et donc acheter son livre. Et quand on y arrive, c'est ce que les anglo-saxons appellent le product market fit, quand un produit rencontre son marché. Et ça, c'est le Graal pour tous les entrepreneurs, avoir un produit qui trouve son marché. Et c'est une des leçons de cette rencontre pour moi. L'importance de suivre sa passion, tout en étant prêt à s'adapter et à apprendre continuellement au contact de son marché, de son contexte. J'ai également particulièrement aimé écouter Joël nous dire que le succès, c'est le plaisir qu'on a de mener un projet de A à Z. Cette vision du succès centrée sur la satisfaction et l'accomplissement de faire des choses, de passer du monde de l'idée au monde de l'action, est une leçon précieuse pour toutes celles et tous ceux qui cherchent à entreprendre. Enfin, comme Joël nous l'a expliqué, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il voit quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal, qui se dit « je vais le faire moi-même, je vais le refaire ou je vais changer le système ». Cette capacité à challenger le statu quo, de faire ça de manière économiquement viable, tout en s'interrogeant sur les avantages personnels de ces projets est indispensable. Et Joël a créé sa maison d'édition par besoin d'indépendance et par envie de maîtriser pleinement son œuvre, tout en acceptant, tout en maîtrisant certains risques. Et c'est cet esprit que je retrouve chez presque toutes les entrepreneuses et les entrepreneurs que j'ai la chance de rencontrer, de côtoyer dans mon travail au sein de l'association Génilem. Car l'expérience de Joël nous rappelle que l'entrepreneuriat implique des choix, parfois audacieux, mais surtout une volonté constante de s'améliorer et de s'adapter à son environnement, à son marché. Et si vous avez aimé cet épisode et qui vous a peut-être inspiré, qui sait, n'hésitez pas à le partager avec deux de vos amis pour faire grandir avec nous la communauté des entrepreneuses et des entrepreneurs romans. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau voyage sans détour dans le monde fascinant de l'entrepreneuriat.